Entrevue de Marc Delassalle s'intitulant Les chocs à l'ego, en date du 19 février 2013. Quelle est votre conception des chocs que peut vivre l'ego à des fins évolutives? C'est une question complexe parce que l'ego, avant qu'il passe à une zone évolutive où il faut absolument qu'il y ait une saturation de la souffrance au niveau de l'âme. C'est cette saturation-là qui va permettre au choc d'ébranler suffisamment l'ego pour que l'ego s'assoie puis ils disent, OK, je regarde ma vie, puis ça n'a pas toujours fonctionné comme je le pensais. Puis, je vais être obligé de faire des ajustements. Si on prend un exemple, là, une personne qui a des difficultés à rencontrer une femme dans sa vie, il va falloir qu'il s'étudie, puis qu'il s'assoie, puis à un moment donné, il va peut-être voir qu'il y a des comportements dans sa vie qu'il doit changer. Puis c'est peut-être la dernière fille qui va le laisser, qui va lui donner ce choc-là à l'ego. Puis là, il va passer peut-être 2, 3 ans, peut-être normalement c'est assez long pour réinventer, se remettre en selle en tant qu'ego, puis vouloir se changer, puis s'étudier. Donc c'est pas si facile que ça. Donc, autrement dit, si je comprends bien vos propos, la réinvention de soi va seulement venir quand l'individu va atteindre un seuil de saturation. Ouais, c'est ça. Puis ce choc-là, il va être psychique parce qu'il va ébranler psychologiquement son ego suffisamment pour que l'individu se pose des questions sérieuses sur sa vie. Ben, une question sérieuse, là, sans tomber dans du sérieux, ça serait pour celui qui a jamais de femme ou que ses relations de couple durent toujours 1 an ou 2 ans. Comment se fait-il qu'après 1 an ou 2 ans, sa fille ou sa blonde le quitte? Ou encore, c'est lui qui quitte après 1 an ou 2 ou 3 ans? Ben, il y a une réalité de l'ego à ce moment-là qui doit être comprise. Ça veut pas dire qu'il ne doit pas quitter. Ça se peut qu'il n'ait pas rencontré la bonne personne. Mais si un jour, il sait qu'il veut être en couple, puis il n'est pas capable de l'être, c'est là que il va falloir qu'il se réinvente. Puis ça peut prendre du temps, se réinventer. Mais un choc dans la vie de l'ego n'est pas nécessairement au niveau du couple. Ça peut être au niveau de la finance, perdre son emploi. Puis le choc t'amène à regarder des valeurs de vie que tu donnes. Ah, mais si je me trouverai jamais un autre emploi, j'ai 50 ans, j'ai travaillé au même endroit toute ma vie, ça c'est un choc à l'ego. Mais la personne qui réagit comme ça, c'est un choc psychologique et non psychique, parce qu'elle n'est pas capable de comprendre. Pour que ce soit un choc psychique, l'ego doit être capable de réaliser que c'est pas lui qui mène la vie. C'est la vie qui va décider d'où il doit aller. Et ça, c'est difficile. Dans le sens qu'il est obligé de reconnaître que c'est pas lui qui pense, puis que c'est l'esprit qui est au gouverne de sa vie. C'est ça, c'est l'esprit qui gouverne sa vie, puis si lui pense qu'il peut changer la donne en criant ciseaux, bonne chance, parce que ça demande énormément d'identité pour se réinventer. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne vit un choc à l'ego? C'est pour lui démontrer qu'il n'y a pas d'identité. C'est pour lui démontrer que finalement, ce qui disait être sa puissance, parce que il y avait un bon travail, un bon salaire, un jour, il perd ce travail-là, puis il perd son salaire, donc il perd notamment les forces ou les puissances qu'il donnait à son ego, qui était peut-être le travail. Fait que là, il se retrouve à être obligé de se censurer, parce que là, l'ego peut très bien dire, ah ben, pourquoi que ça m'arrive à moi? Ben, si ça m'arrive à moi, c'est une réponse psychologique. C'est l'âme qui réfléchit
l'injustice dans l'ego. Et l'ego peut avoir une très forte personnalité parce que la personnalité a toujours été d'être un batailleur, puis il va dire, ah ben je vais vaincre ce cancer-là, c'est une bataille. On entend souvent les gens dire, il est mort, le cancer l'a emporté, mais il a livré une solide bataille. Mais de quelle bataille est-ce que vous parlez? Ouais, exactement. Parce que ça, c'est une dimension qui peut être intéressante à préciser ici. Si on part du principe que l'esprit entraîne des chocs à l'ego à travers des événements. Donc, l'opposition, elle est là pourquoi? Donc, si l'individu ne peut pas comprendre pourquoi l'opposition est là, il va y avoir une bataille. Par exemple, le cancer, ben, je vais livrer une bataille jusqu'à la mort. Et parce que je veux vivre. Donc, la valeur qui est donnée à l'expérience de la maladie ne rendra pas l'individu beaucoup plus préparé ou plus scient devant le réel. Soit que il est inévitable qu'il va mourir du cancer, parce qu'à un moment donné, on le sait. On peut toujours prier pour souhaiter un miracle, là, mais ça fait partie du noyau de l'âme. Mais la personne qui est confrontée à une opposition de très, très grande envergure, comme le cancer, et elle se voit dépérir, doit, au préalable, poser des questions. En ce sens, elle doit être capable d'établir si elle est satisfaite avec sa vie. Si elle est satisfaite avec sa vie, on ne parle pas d'accepter la maladie, là, parce que moi, j'accepterai jamais la maladie, mais je comprends que je dois faire avec la maladie. Donc, si je suis malade du cancer et je m'en vais, le choc de l'ego va m'amener, moi, à simplement établir que j'ai vécu une bonne vie et j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, on peut dire, je peux peut-être me faire accrocher sur le fait que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Mais ça, c'est un piège de l'ego. L'esprit, lui, va dire, vous avez fait ce que vous avez à faire et assurez-vous d'établir pour vous-même, dans la matière, que votre conscience est intacte dans le réel qui va suivre votre maladie, c'est-à-dire la mort, et votre passage vers le monde de l'au-delà. Une personne qui vit un choc dans sa personnalité. On parle de la mort, puis le choc à l'ego devant l'éventuel de la mort est difficile à accepter parce que l'âme, elle veut vivre aussi longtemps elle peut. Surtout quelqu'un qui a des enfants, tu comprends, ou il veut pas quitter sa femme, il se considère trop jeune. C'est très difficile de vivre le choc à l'ego, mais le choc à l'ego sert à briser la personnalité de l'ego. Parce que chaque individu a une personnalité propre qui sert son ego au service de l'âme. Et dans ce cas-là, si c'est un choc psychique et l'individu doit établir à sa mort comment il a bien vécu sa vie et qu'il n'a pas de regrets et il n'a pas de culpabilité ni de crainte en s'en allant vers l'au-delà, il établit le choc du réel. Donc, ça devient le choc qu'il a vécu avec la maladie n'est pas pour lui un combat, mais une réalité qu'il établit que ça faisait partie simplement de sa destinée cosmique. Parce que s'il est capable de parler comme ça, on parle déjà de destinée cosmique dans l'ego. Ça veut dire que l'ego a transcendé la mémoire qui allait mourir et que ça allait être fini pour le reste de ses jours. Quand on meurt, on va tout simplement à un autre état de vie qui s'appelle le monde de la mort pour se réincarner éventuellement. Ça se comprend, hein, quand même? Ouais, ben ça c'est pour ceux qui meurent inconscients, mais ceux qui meurent conscients ne vont-ils pas sur le plan morantiel ou le plan éthérique? Non, pas nécessairement, parce que pour passer à un plan éthérique, il faut que l'homme ait aucune crainte. Puis avant que l'individu ait aucune crainte, puis les plus grandes craintes, évidemment, c'est face à la mort. L'individu qui est face à la mort va être testé dans le passage vers l'au-delà s'il y a de la crainte. Est-ce que toi, par exemple, même moi, je peux pas établir 100% que j'ai pas de crainte?
C'est seulement, je peux l'établir qu'à 99,9, supposons que j'ai pas de crainte, mais quand je suis dans le corridor de la mort, il reste ce 0,1% là qui, qui va être testé. Mhm. Et c'est là qu'on va savoir où on s'en va. Si moi, dans ma conscience, je dis, j'établis, j'ai pas de crainte, ben lorsque je vais mourir, je vais sortir de mon corps et au lieu de monter, je vais sortir à l'horizontale et je vais aller où ce que j'ai besoin d'aller. Je te dis pas à 100% que c'est ça, mais je te dis que moi, le réel de la mort pour un être conscient va être vécu comme ça. Il va comprendre que c'est à lui d'établir où il se situe face au choc de la maladie. Et s'il est capable d'établir où il se situe, il se rapproche de l'autorité d'être dans une destinée cosmique. Puis une destinée cosmique, on sait tous qu'est-ce que c'est. Une destinée cosmique, ça veut dire que l'homme sait qu'il ne meurt pas en réalité, que son esprit va continuer de vivre et que lui, s'il a se réincarner, il va se réincarner, mais s'il n'a pas à se réincarner, il sait que son ego va être fusionné avec l'esprit et qu'il va pouvoir aller où il veut. Mais justement, par rapport à ça, si l'individu est conscient de s'inscrire dans le cadre d'une destinée cosmique et qu'il a 1% de crainte qui lui reste encore, qui n'a pas été brûlé pendant son existence terrestre, qui est encore présent là au moment de sa mort, à ce moment-là, si il a déjà établi un contact conscient avec son esprit, donc une communication télépathique avec son double de son vivant, une fois qu'il est mort, il va pouvoir continuer à vivre cette télépathie-là. Oui, c'est cela, c'est cela. Il va continuer à vivre cette télépathie avec l'esprit. Puis, de toute façon, on ne saura jamais avant la mort, avant le passage dans le corridor, si on est suffisamment haut en vibration pour ne pas habiter le monde de la mort. Et c'est là que faut pas se compter d'illusions. Une personne qui est dans la spiritualité va nécessairement aller sur le plan de la mort. Elle va rejoindre les guides spirituels, les anges qui sont sur les 7e plans. Donc c'est pas mauvais, mais c'est quand même le monde de la mort. Puis c'est un endroit où l'âme doit aller se reposer. Puis est-ce que l'âme va le comprendre? Donc c'est un des plus grands chocs de l'ego, la mort. Je crois que sans s'éloigner du sujet, c'est nécessairement le plus grand choc. Puis la maladie, avec la santé, c'est un incontournable parce que les 3 chocs de l'ego que l'individu peut vivre, c'est au niveau de sa santé, au niveau de la finance, des argents, et au niveau du couple. C'est les 3 grands sujets que l'homme peut être ajusté dans son ego s'il vit un choc à un de ces niveaux-là. Est-ce que l'individu peut vivre un choc à tous les niveaux en même temps? C'est possible, mais normalement, on vit probablement seulement 2 grands chocs de l'ego dans toute une vie. Parce que sinon, ce serait trop difficile à absorber. Ben, il y aurait pas sans doute beaucoup plus de cas de suicide. Ah, ben oui, effectivement. Il y en a qui passeraient pas à travers s'il y aurait trop de tension. Donc, justement, par rapport au choc qu'un individu peut vivre dans sa vie à l'égard de ses différentes sphères de vie, moi... Comment? Au niveau de santé, argent et couple? Oui, exactement, santé, argent et couple. Moi, ce que je serais intéressé de savoir, est-ce que les chocs qu'un individu expérimente dans son existence présente ont été déjà déterminés avant de s'incarner par rapport à ces sphères de vie-là? Oui, parce que l'âme a une programmation, puis l'âme se donne une programmation parce que ça sert à donner une direction à la vie de l'ego dans la matière. Si l'individu a des choses à régler, par exemple, au niveau du couple avec une personne, il va probablement choisir cette personne-là. Puis on va dire que la relation est karmique, mais c'est une relation karmique servant à permettre à l'ego à passer à une autre sphère de vie plus grande que celle qu'il vit s'il vit un choc psychique dans cette relation-là. S'il vit pas de choc psychique,
il peut amoindrir sa relation au niveau de l'âme parce qu'il va avoir compris certaines notions de la vie de couple qui va permettre de rééquilibrer son couple ou le karma d'une autre vie. Donc, à ce moment-là, ça se balance un peu et on va dire que l'âme acquiert de la sagesse. Mais ça demeure toujours une programmation et l'âme n'avait pas choisi un choc psychique, c'est-à-dire, par exemple, que dans cette relation karmique-là, c'est encore les mêmes rengaines qui reviennent d'une vie passée et que l'individu, que ce soit la femme ou l'homme, décide, moi, là, j'en ai assez de ce couple-là et je mets fin à ce couple-là. Puis si elle le fait pour des raisons intelligentes, ça va créer un choc, c'est certain. Mais elle va avoir tellement souffert dans ce couple-là, c'est ça qui va l'amener à prendre une décision intelligente. Mais c'est un choc pour l'ego parce qu'il faut possiblement qu'elle se réinvente et qu'elle parte. Possiblement, peut-être que c'est parce que l'homme va l'avoir battu une xème fois, tu sais, qu'elle va décider de quitter. Et c'est un choc à l'ego de se faire battre pour une femme dans un couple. On n'appellera pas ça une belle vie, là. Non, non, c'est sûr. Ce qui peut être intéressant d'aborder ici, c'est la distinction d'une manière peut-être un peu plus pointue entre choc psychologique et psychique, dans le sens que, de mon point de vue, il me semble que des événements comme justement une femme qui se fait battre, ça peut être vécu aux deux niveaux. Tu sais, c'est... Oui, c'est réel, ça. Ça peut être vécu aux deux niveaux. La femme qui quitte le mari parce qu'elle s'est fait battre, c'est un choc psychique. La femme qui reste parce qu'elle a de la crainte, c'est juste un choc psychologique parce qu'elle est capable de retourner dans la même relation. Donc, sans se remettre en question. Le choc psychologique doit ébranler l'ego pour qu'il se repositionne face à l'identité qu'il veut donner à sa vie. OK. Ça serait ça la nuance. C'est pas une grande nuance, mais c'est quand même cela qui fait qu'un ego peut passer vers une vie beaucoup plus stable, puis de vouloir un peu après ça s'étudier, alors que la plupart des individus qui vivent des chocs ne sont pas très très près de l'étude. L'étude pour eux autres, c'est l'autre c'est un con puis qui mange de la merde. En réalité, c'est ça, hein. Oui, ben les gens vont avoir tendance à penser qu'eux autres ont raison, puis les autres ont tort, les autres sont les méchants. Donc, ils ont vécu un choc psychologique. On peut pas nier que la personne a vécu un choc psychologique, hein. Mais c'est la réponse de la personnalité par la suite qui lui sert de pont pour faire la transition entre le choc qu'elle a vécu. Puis l'ego, ben, il s'en remet assez rapidement. Il se trouve 2 mois plus tard, il se trouve une nouvelle blonde. Puis si c'est juste un choc au niveau psychologique, ça se peut qu'ils reproduisent le même pattern parce qu'il n'y a pas eu un changement fondamental qui s'est opéré en lui. C'est exactement le cas de la plupart des âmes sur la Terre. Ils ne souffrent pas assez parce qu'ils vivent surtout des chocs psychologiques. Pour qu'une souffrance soit vraiment brise un ego, faut qu'elle soit psychique. Ça veut dire que faut que l'âme soit renversée dans sa réalité. Tu sais, l'âme, elle a le beau jeu en général. Tu sais, quelqu'un qui a de l'argent va pavaner ses sommes d'argent avec une belle voiture, etc. Puis, c'est très difficile par la suite de casser un ego qui a de l'argent parce que il va pouvoir s'acheter presque tout dans la vie. À la moindre petite opposition, ben, il y a une solution. Mon compte en banque est plein. Je vais aller faire un voyage, je vais aller me changer les idées. Mais quand tu n'as pas l'argent pour aller faire le voyage, tu as changé les idées. Fait que, tu sais, t'es obligé de te regarder. C'est ça exactement. Autrement dit, la personne qui a pas ces ressources-là peut pas faire de l'évitement en faisant un voyage, est obligée de faire de l'introspection. Être obligé, si c'est ça le mandat de la programmation qu'elle avait choisi. Il y a des gens qui peuvent choisir dans leur programmation de pas trop savoir de choses, alors qu'il y en a qui peuvent dire ben moi je veux savoir c'est quoi la vie.
Mais si vous dites ça, vous voulez savoir c'est quoi la vie, il est assuré que les chocs vont être grands. Exactement. Parce que c'est pas réel de dire, ah ben moi je vais être conscient, je vais être intelligent, mais je veux que ça soit soft. Je veux avoir une vie facile. C'est rare que ça arrive. Fait que, autrement dit, si je vous suis bien, le fait d'être conscient, éveillé, ça nécessite nécessairement de passer par des chocs. La lumière n'a pas le choix de faire vivre des chocs à l'individu. Mais par contre, il y a à un moment donné, l'individu devient suffisamment scient dans son ego que la programmation, il ne peut pas la changer, mais qu'il doit la gérer. Donc, si un choc arrive, il regarde pas le choc de la même façon que celui qui est inconscient, qui est obligé de vivre ça. Vous êtes d'accord? Oui, exactement. Donc, l'individu qui regarde la programmation et va voir tel événement dans sa vie, et il doit être conscient, et il est déjà scient, va se poser des questions, pourquoi ça arrive, mais il va aussi poser la question à son esprit, qu'est-ce qui se passe et pourquoi que cela arrive? Il ne sera pas simplement dans la culpabilité ou le rejet de l'expérience par l'évitement en allant se payer un voyage parce qu'il a de l'argent. Il va étudier la forme, puis il va regarder quelle est la partie de son ego qui souffre dans l'expérience. Parce que le but du choc, c'est de faire souffrir l'ego. L'esprit, ça souffre pas. L'intelligence, il n'y a pas de souffrance dans de l'intelligence. Dans de l'ego, il y en a, tant que l'ego n'est pas appointé à 100% avec l'esprit. Donc, l'ego va souvent aller sur ses vieux comportements, ses vieilles attitudes pour justifier son expérience. Même quand on est conscient, on a tendance à faire ça aussi, parce que on établit bien souvent que quand on commence à s'étudier dans l'ego, dans la conscience, que il devrait pas nous arriver d'expériences difficiles. Et c'est pas du tout le cas. Il peut y avoir des expériences très, très difficiles. Une personne peut être dans la conscience et être obligée de déclarer faillite. Et ça, c'est quelque chose de particulier parce que pour les gens qui ont touché à la spiritualité, souvent on nous dit que plus que vous avancez dans la conscience, plus vous allez être protégé par les anges, par les guides, etc. Ça, c'est pas la conscience, ça. C'est protégé par les anges puis les guides. C'est réel, ça, que les anges puis les guides spirituels vont soutenir quelqu'un psychologiquement. Parce que les anges puis les guides spirituels considèrent que l'intelligence vient d'eux. En considérant que l'intelligence vient d'eux, ils se donnent comme mandat de soutenir l'homme et d'aider l'homme. Et si l'individu n'est pas conscient de cette réalité-là, que les anges ne sont pas plus intelligents que lui, il va accepter la relation de haut en bas. Mais ça va être une relation seulement de haut en bas, pas de bas en haut. Il n'y aura pas d'autorité de sa part pour dire aux anges, laissez-moi tranquille, j'ai une vie à vivre qui est beaucoup plus grande que ce que vous autres, vous pouvez me donner comme information sur la vie. Mais il n'y a pas de choc dans la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle, c'est de voir la vie avec des lunettes roses. Si t'arrive quelque chose, tu dis, la vie m'envoie un message que je dois comprendre. La vie m'envoie ceci. Moi, si il m'arrive un événement, je ne vais pas dire la vie m'envoie quelque chose, parce que je sais déjà que dans la programmation, on est appelé à vivre tel événement. Je veux dire, sacrément, c'est quoi qui se passe? Pourquoi l'événement? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement? Il y a mon combat, c'est pas de donner à mon ego un avantage sur l'événement. Mon combat, c'est de tout simplement permettre à mon ego de se situer dans ses craintes. Où est-ce qu'il est rendu dans ses craintes? Vous vous faites arrêter par la police. Est-ce que votre corps émotif vibre? Vous avez de la crainte. Donc, imaginez celui qui dit qu'il n'y avait pas de crainte tantôt au début de l'émission, qui pensait qu'il n'y avait pas de crainte.
puis là, il se fait arrêter par la police, puis son corps émotif vibre. Imaginez qu'est-ce que ça va être devant la mort. Exactement. Donc, l'individu peut être testé vis-à-vis l'événement. Et ça m'amène par rapport à un point, à l'effet que, est-ce qu'on peut dire que les événements sont là pour tester la solidité de notre ego? Ah oui, oui, oui. Surtout tester votre niveau de crainte. Ben ça revient à la même chose que qu'est-ce que tu dis, parce que si l'individu a beaucoup de solidité, il va y avoir une conscience mentale élargie de la vie et il va avoir une introspection plus grande de qu'est-ce qu'il est. Donc, sa définition en relation avec la vie va lui avoir enlevé énormément de crainte au niveau de la vie. Donc, on peut dire que oui, il y a une certaine stabilité. Et par rapport au choc à l'ego, est-ce que l'individu peut en venir, en devenant de plus en plus conscient, être capable d'en faire une lecture pour comprendre l'utilité évolutive de ce qu'il vit? C'est exactement ça que l'homme doit faire, que l'individu doit en arriver à faire. Puis c'est pas grave s'il le fait pas 2 jours après que l'événement est arrivé. Tu sais, on peut dire qu'une personne qui va vivre un choc à l'ego peut être en déséquilibre pour 2-3 jours émotivement. Par contre, si elle est capable de s'avouer à elle-même la situation, disant, OK, il y a une raison intelligente derrière cet événement-là. Là, je suis pas capable de la voir, là, mais parce que je suis trop émotivement ébranlé par l'événement, mais un jour, je veux la voir. Faut qu'elle exerce sa volonté à vouloir savoir. Si elle n'exerce pas sa volonté de savoir, elle ne sera jamais intelligente, la personne. Elle va rester dans la réflexion. Elle peut même nier qu'elle souffre. Il y a des gens il y a des événements qui arrivent, puis ils vont nier qu'il y a eu une souffrance. Et ça t'éloigne. Tu serais mieux dans ce temps-là d'essayer de regarder ton ego pour voir s'il y a de la crainte par rapport à la vie après l'expérience. Prends, par exemple, une personne qui perd son travail. Mm-hmm. Elle va vouloir dire, je vais m'en trouver un autre. Mais là, ça fait 2 mois qu'elle n'en trouve pas. Parce que dans sa programmation, ils ont décidé qu'elle serait 6 mois sans travailler. Mais là, ça fait que 2 mois. Au départ, ça n'a pas créé de choc nécessairement à son ego. Parce que le choc était psychologique. Ah, je vais m'en trouver un autre. Elle n'était pas dans l'étude de l'expérience. L'étude de l'expérience ici, ce serait, tu perds ton travail, tu dis, OK, je vais voir si dans ma programmation ou ce que je vais faire comme mouvement va m'amener à avoir un autre travail. Tu es en étude de ta vie. Puis ça veut pas dire que tu envoies 10 CV, que tu vas avoir un job. Ça dépend pas de toi. Donc, dans ton étude, il faut que tu sois capable de soutenir le poids du vide. Et c'est là que le choc du réel rentre dans l'ego et que tu absorbes la vie. Parce que la vie ne t'annoncera pas qu'est-ce que tu vas vivre. La vie va dire, là, tu vis cela, c'est à toi d'en comprendre l'expérience. C'est pas mal ça, hein, la vie? Oui, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui vit un accident d'auto, on lui annonce pas ça à l'avance, là, en général. Oh. Puis, on lui dit pas non plus qu'il va être paralysé au bout de 2-3 mois, puis il va rester paralysé pendant 4-5 mois, puis à un moment donné, il va se remettre à marcher, puis on lui annonce rien. Mais s'il n'y a pas d'études, le choc psychique, OK, peut devenir un choc psychologique. J'explique. C'est que si vous avez un accident d'automobile, vous êtes temporairement paralysé et psychologiquement, vous n'êtes pas capable d'étudier l'expérience. Donc, vous êtes dans un choc psychologique. Mais ce choc psychologique-là peut amener un soubresaut psychique éventuellement. C'est au bout de 9 mois, vous êtes mis devant la confrontation que vous êtes paralysé et que vous devez changer votre façon de voir la vie. Le choc devient psychologique. Psychologique devient psychique.
Et peut-être que c'est à partir de ce 9 mois-là que l'émotion a retombé. Parce que souvent, les gens qui vivent des chocs comme ça dans les premiers temps, ils ont besoin de beaucoup de ventiler, d'extérioriser l'émotion, de déverser de l'émotion. C'est très dur, une expérience. Un accident, là, les lois d'accident, là, c'est voulu pour corriger l'ego d'une façon extrêmement rapide. Et c'est un des plus grands chocs psychiques que l'individu peut vivre. OK? Quelqu'un qui va à la guerre, est-ce qu'il vit un choc psychique? Pas nécessairement. C'est sa programmation. Puis lui, son ego, dans son ego, il va mourir comme quelqu'un qui devait aller à la guerre et mourir pour son pays. Fait qu'il n'y a pas de choc psychique là. C'est juste la programmation d'âme. C'est juste. Mais quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, qui a compris que d'aller à la guerre, ça donne pas grand-chose, okay? Qui comprend nécessairement beaucoup de formes de la vie, ou qu'il y a beaucoup de pièges, par exemple la spiritualité, de dire moi je vais arrêter mon travail puis je vais donner des traitements d'énergie. T'es bien mieux de rester à ton travail puis de traiter avec les craintes que tu as dans ton travail, avec les oppositions que tes amis te créent par rapport à ton ego, que d'aller dans la spiritualité où il n'y en a pas d'opposition. Fait que les gens qui sont dans la spiritualité vont se dire c'est le meilleur traitement que j'ai jamais eu. Merci, merci, merci. Puis dans le fond, l'individu découvre jamais que il peut pas guérir l'homme. Ben c'est ça, il y a des fois des croyances aussi circulaires là-dedans. Ah oui. Je vous donne un exemple. Il y en a un qui fait un traitement par l'énergie à l'autre, puis il lui dit écoute, si le traitement ça marche, c'est parce que je suis un bon guérisseur. Puis si ça marche pas, c'est parce que c'était pas dans ta programmation de guérir. Fait que ça marche ou que ça marche pas, il y a toujours raison. Il y a toujours raison. Puis dans le fond, la réponse va toujours être si je vais voir quelqu'un pour un traitement d'énergie, j'y vais tout en sachant qui est derrière celui qui donne le traitement d'énergie. Parce qu'il y a toujours une entité pour un guide spirituel derrière ça, là. L'esprit, là, mon esprit à moi, là, si je lui demande, est-ce que je pourrais donner des traitements d'énergie à quelqu'un? Il va dire, si je lui demande ça, il va dire, essaie, ça va te donner quoi? Moi, je dis, ça va rien me donner. Il dit, c'est ça va rien te donner. Parce que l'homme, il doit se construire seul et l'homme ne peut pas aider l'homme. L'homme va s'aider lui-même en gérant sa vie parfaitement et en sachant qui il est. C'est ça la conscience supramentale, c'est pas de vouloir aider l'autre puis de lui faire comprendre. Comme moi, si je parle avec vous ce soir, j'ai pas la prétention de croire que les gens ensuite de ça vont être plus intelligents. Ça n'a rien à voir. Tout ce qui est important, c'est que l'information qui doit être entendue par les personnes qui doivent l'entendre soit entendue. Et c'est à eux autres de voir quels sont les chocs qu'ils vivent en écoutant une telle émission. Il y en a qui vont être très, très choqués d'entendre ce que l'on dit depuis le début. Mais moi, vos propos m'aident à dynamiser mon mental. C'est ça vous aide vous. Moi, ça m'aide pas, mais vous, si ça vous aide, tant mieux. C'est bien. Non, je sais que c'est pas la portée directe que vous voulez avoir, mais l'élément sur lequel je vais vous amener, c'est que peut-être qu'indirectement, vous allez aider des gens qui vont écouter les propos. Savez-vous, moi, que la perception que j'ai de ça, c'est que les gens qui vont écouter ça, puis que ça fait de l'allure pour eux autres, ça va juste probablement les rapprocher de ce qu'ils savent d'eux-mêmes, mais ils ne pouvaient pas se l'admettre. Tu sais, si mettons, j'entends quelqu'un parler, puis je dis, ça, ce qu'il dit, je trouve ça intéressant. Mais s'il trouve ça intéressant, c'est peut-être que c'est déjà très près de sa conscience, mais qu'il l'avait jamais processé dans sa tête, qu'il l'avait jamais vraiment identifié comme une réalité pour lui. Moi, je comprends dans le sens que ça fait écho au savoir que l'individu porte déjà en lui. Et voilà. Tu vois, on n'a pas de rôle à jouer, là. On peut pas se donner le rôle qu'on sait des choses. On fait seulement de parler. Puis moi, j'aime beaucoup la liberté de la parole parce que la liberté de la parole te donne l'autorité de parler en relation avec ce que toi tu veux communiquer et non en relation à
est-ce que tu dois aider les gens ou est-ce que ça va aider les gens? Je me désengage, moi, de ça parce que c'est pas moi qui va décider de la programmation de quelqu'un. J'ai aucune idée, moi, ce que les gens doivent vivre comme choc. On peut faire une belle émission ce soir, puis il y a quelqu'un qui va vivre un choc demain au niveau de psychique, puis si il a entendu quelques propos, il va avoir cette conscience mentale-là de dire ok, faut que j'étudie qu'est-ce qui m'arrive. C'est ça de la conscience supramentale. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui aurait intégré les propos, puis dans le fond, c'est sûr que ça peut outiller certains individus dans une certaine mesure à faire Ouais, face au choc. ouais, c'est ça. Il les a peut-être pas intégrés, mais le fait qu'il a entendu ce qu'il avait à entendre va lui permettre de, de gérer l'événement et ensuite d'intégrer. Parce que il faut toujours faire attention quand on dit ceci je ne ferai jamais ça ou ça c'est la dernière fois que je fais ça. Quand tu dis ça là, c'est certain que tu vas te faire tester parce qu'ils veulent voir si vraiment tu l'as intégré ce que tu viens de dire. Ouais, ça c'est intéressant ce que vous dites. En fait, moi je vous dirais que personnellement, je fais attention dans ma vie pour plus rien affirmer de manière trop catégorique, pour pas être testé là-dessus. Oui, vous faites bien. Vous voyez, ça veut dire qu'à quelque part, l'ego a commencé à comprendre que la programmation, elle va toujours rester inconnue de sa conscience. Puis les autres, s'ils décident, supposons que tu t'en vas sur l'autoroute demain matin, puis tu as un accident, tu vas l'avoir, l'accident. Mais si tu es vigilant, puis conscient qu'il y a toujours une programmation, tu es beaucoup plus neutre par rapport à l'expérience que tu vas vivre. Tu as un recul nécessaire qui va permettre de t'enligner différemment. Il y a aussi que plus tu rentres dans ta conscience, plus t'es en contact avec ton esprit, tu as accès à une certaine voyance des événements aussi. Tu vas voir les événements d'avance. Tu vas rentrer dans un endroit, puis tu vas savoir exactement où t'asseoir, ou à qui parler, ou à qui ne pas parler, pour pas brimer ta conscience. Il y a une certaine, tu sais, ça donne quoi d'avoir de l'intelligence? Ben, ça donne un peu de voyance quand même. Oui, exactement. Puis par rapport à l'intelligence, est-ce qu'à un moment donné, l'individu qui va devenir de plus en plus intelligent et conscient va être en mesure de transformer les événements à venir ou sa programmation? Ça va être très difficile. Parce que il faut qu'il sorte du réseau karmique de la Terre, de la mémoire de la race, et qu'il soit une supraconscience. Puis on n'est pas des supraconsciences. Ça veut dire que les événements que tu as dans ta programmation sont inévitables. Ça va être à toi de les gérer. Tu peux pas, tu peux pas changer les événements. Parce que ça, c'est une des choses qui est les plus importantes pour les forces de la lumière, c'est que la programmation reste sous la mainmise de la lumière, tant et aussi longtemps que le taux vibratoire de la Terre ne soit pas suffisamment élevé pour assurer à la Terre une évolution constante. Et là, on est rien que dans les brides du début de l'évolution, on est dans le passage de l'involution vers l'évolution. Donc, c'est pas avantageux pour la lumière de dire, OK, on va permettre à des individus de connaître leur programmation quand les assises du pouvoir de l'ego et de l'argent sont encore très présentes dans cet ego-là. Et même moi, là, si je prends n'importe qui que je connais qui pourrait avoir une voyance beaucoup trop grande puis prédire certains événements à l'avance, ça nuirait énormément à ce que doit vivre la Terre, parce que on rentrerait dans une autre forme de religion. Un prophète qui annonce telle ou telle chose, ça ne donne pas plus d'intelligence de comprendre la vie. Ça va permettre à l'impersonne qui est capable d'avoir cette voyance-là, de dire, OK, dans 20 jours, il va arriver telle chose, surveillez ça. Imaginez s'il dit ça à Radio-Canada, puis c'est ça qui arrive, il va-t-il avoir du monde à sa porte? Ça fait penser un peu à Forrest Gump, hein? Il était C'était... devenu un dieu. Ah ouais? Oui, le film Forrest Gump, dans lequel
Tom Hanks Oui, je me rappelle du film. C'est juste, je voulais comprendre à quelle citation du film de Forrest Gump ou situation vous faites allusion. Ben, à un moment donné, il marchait et tous les gens le suivaient. Ah oui, oui, la course. La course, puis Il savait même pas pourquoi qu'il courait, puis... euh, étant donné qu'il avait fait tellement de grandes choses dans sa vie, les gens avaient mis cette personne-là sur un piédestal, puis là, il courait, tout le monde courait, tout le monde suivait, puis lui a décidé de s'en aller chez lui. C'est sûr que c'est un film, ça existe pas dans la vraie vie, des choses de même, là, mais il y a des formes comme ça, par contre, qui peuvent démontrer à l'individu que le végétariat, c'est très, très fort. Puis quelqu'un qui aurait trop accès à de l'information sur la programmation des individus, il aurait trop de pouvoir. Oui, par rapport aux autres, mais si on le ramène à soi, avoir accès à sa propre programmation, non pas pour devenir un gourou ou un maître ou un individu d'influence dans les médias, Ça, mais simplement pour vivre sa vie intelligemment. c'est excellent, ça. Parce que ce qu'il faut comprendre de la programmation pour éviter les chocs psychiques à l'ego, parce que à un moment donné, l'ego ne vit plus de chocs psychiques. Parce qu'il est tellement dans le savoir de ce qu'il est que le réel de ce qu'il est plus grand que sa programmation. Sa programmation ne l'affecte plus et la souffrance ne l'affecte plus. Cela veut dire qu'il peut gérer sa programmation librement, sachant que, quoi qu'il arrive, son mental est intact. Dans le sens qu'il est rendu à un seuil où ce que sa vibration est suffisamment forte pour passer à travers les chocs là, sans être perturbé par ça. Voilà. OK. Et je ne sais pas, mais pour les gens qui ont connu Bernard de Montréal, c'est un peu ce qui lui est arrivé. En fin de sa vie, il y a eu un cancer et il est décédé de ce cancer-là. Mais il donnait des conférences et ce qu'il disait au début de ses conférences, c'est que son mental était intact. Qu'il n'y avait. Puis pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu dans les derniers jours de sa vie, ils ont remarqué que l'intelligence était omniprésente dans cet homme. Et il avait à peine à marcher. Donc, ça donne une mesure de qu'est-ce que l'homme peut accomplir au niveau de sa capacité à se savoir. Lui, son savoir, c'était devenu le réel de sa conscience. Le réel de sa conscience était plus grand que le doute, que la crainte, de penser qu'il n'était pas ce qu'il était. Il est mort avec un mental intact parce que la plus grande crainte de l'homme, c'est ça, de ne pas savoir si ce qu'il est, c'est cela réellement. Vous, est-ce que vous le savez? Moi, je pourrais dire pour moi-même, j'ai une bonne idée que c'est ça. Est-ce que je peux dire que c'est à 100% certain? Je pourrais vous dire qu'il y a parfois des événements dans la vie qui arrivent, qui m'amènent à me poser la question, est-ce que je vais être capable de faire ce que je veux faire? Donc, à la limite, je vous dirais qu'il y a un petit doute. Mm-hmm. Donc, est-ce que l'homme, là, je dis ça aujourd'hui, mais est-ce que je vais dire la même chose dans 5 ans, 10 ans? Parce que il y a une chose qui est très, très, très difficile quand que l'homme commence à être dans la conscience mentale, c'est qu'il va voir des choses par rapport à lui-même, mais il n'a pas le temps de réalisation de ce qu'il voit. Comme si vous savez un jour que vous allez donner des conférences publiquement à tel endroit, vous le savez, c'est de la voyance. Comme moi, très jeune, je savais que j'allais écrire des livres, je savais que j'allais donner des conférences. Ça, je le savais, qu'à un moment donné, j'allais être capable de le faire. Mais il faut supporter le temps de ça. Ça, je n'ai pas souffert parce que j'étais jeune quand j'ai eu cette vision-là. Et plus ça allait, plus les choses confirmaient que je me dirigeais vers ça. Et je le fais maintenant. Donc, je donne des conférences, j'écris des livres. Par exemple, là, ça, c'est au niveau du travail, mais au niveau du travail, ça prend de l'argent aussi. Est-ce que je peux vivre de ça? Il y a cette réponse-là qui, moi, j'ai toujours vu dans ma vie que j'allais pouvoir bénéficier de ce travail-là et
pouvoir peut-être en vivre. Mais c'est pas arrivé, là. Je dis pas que je suis loin de là. J'ai aucune idée par rapport à qu'est-ce que les autres ont décidé. Peut-être que les autres ont décidé tout simplement que je vais donner des conférences et qu'il y a peut-être 2500 personnes, 100 personnes qui vont entrer en contact avec ce que je vais faire et c'est tout. J'ai pas la mesure exacte. Mhm. Et donc il faut vivre ce vide de ne pas savoir. Mais ce vide de ne pas savoir peut faire souffrir quelqu'un. Exactement, surtout si la personne se pose la question, est-ce que je retourne travailler ou je continue à pas travailler puis à travailler sur mon projet supramental ou Et une des choses que l'homme apprend par contre à travers ça, c'est qu'il se protège. Il refuse de croire qu'est-ce qu'il voit de lui-même. Parce que ça fait partie des chocs psychiques de l'ego, de croire. S'il y a de la croyance, on va vous faire arriver une expérience pour faire sauter la croyance, pour que vous soyez délusionné par rapport à ce que vous pensez être. Mhm. Ça l'arrive souvent. Même si ça arrive plus souvent aux gens qui sont dans un mouvement que celui qui n'a jamais posé de questions par rapport à sa vie puis s'est jamais étudié. Mais quand vous avancez dans la conscience supramentale, il est très important pour les forces de la lumière que l'homme ne soit pas dans une fausse puissance. Et ça veut dire, en gros, qu'on va tout y enlever presque. Bon, on y enlève pas sa santé, mais on va affecter bien souvent sa santé pour le diminuer énormément, pour enlever de la croyance et de la crainte. Et c'est pas toutes les personnes qui sont confrontées par la santé, mais en général, c'est l'élément le plus percutant dans les trois que j'ai nommés, le couple, l'argent et la santé, c'est le plus percutant. Je le mettrais numéro 1 dans tous les chocs psychiques qu'un ego peut vivre dans sa vie en relation avec la définition de son autorité par rapport à est-ce qu'il croit et par rapport à est-ce qu'il a la crainte. Oui, ben la santé, ça me semble également être fondamental dans le sens que quelqu'un qui n'a pas la santé, il peut pas travailler, il peut pas avoir une vie amoureuse épanouie, il peut pas faire l'amour à sa femme. À ce niveau-là, c'est pas nécessairement vrai. Je lisais dans le journal que il y a une femme que son mari était atteint du cancer, puis le médecin lui avait dit il vous reste seulement 10 jours à vivre. Donc sa femme l'a pris et ils ont fait l'amour. C'était la dernière fois. Donc tout est possible. Oui, c'est vrai, tout est possible, mais en général, ça diminue la libido. Oui, mais c'est certain que la vie, ce n'est pas un contact sexuel. La vie, c'est la capacité de l'individu de savoir quand il va mourir. Est-ce qu'il est intact dans son mental? Est-ce qu'il s'est raconté des histoires? Si moi, on m'annonçait que j'avais une fin de vie très rapide parce qu'on m'annoncerait un cancer, je me poserais même pas la question, est-ce que je veux guérir ou pas? Je vais tout simplement dire, est-ce que je meurs ou je meurs pas? Si je meurs, bon, ben, est-ce que je suis prêt dans ma tête mentalement à mourir ou je ne suis pas prêt? J'ai pas de combat à faire parce que si mon but là, ça va être de ne pas trop souffrir à l'intérieur de ce maladie-là jusqu'à temps que je quitte. C'est pas intelligent de souffrir. Ouais, exactement, que ce soit de la souffrance physique, psychique ou Si psychologique, ouais. si j'ai à prendre des produits pour enlever la souffrance, j'ai essayé de prendre des produits naturels parce que ça c'est sûr que mon esprit va être moins tourmenté si je prends des produits naturels parce que les produits chimiques, on regarde les gens bien souvent, leurs capacités mentales sont énormément diminuées, alors que moi, je vais m'en tenir à des produits naturels pour essayer de contraindre la souffrance. Mais je me fais pas d'illusions. J'ai déjà été hypothéqué au niveau de la santé à ce niveau-là. Puis ma question, ça a été quand j'ai eu un tumeur, j'ai posé la question, est-ce que je meurs de ça? Ils m'ont dit non. J'ai dit ah bon, c'est bon à savoir.
Fait que, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Puis pourquoi que j'avais à vivre ça? J'ai été obligé de complètement revisiter ma vie et me réinventer en relation avec la protection de ma santé, travailler à un niveau différent. Parce que quand on est atteint par quelque chose, quand on a un choc à l'ego, Mhm. c'est pour la crainte, mais l'ego se réinvente très vite s'il y a de l'intelligence dans cet ego-là. Ça veut dire qu'il va être capable de donner des nouvelles bases, des nouvelles valeurs à ce qu'il fait, à sa vie. Et ces valeurs-là doivent le rendre libre. Elles doivent pas l'amener à croire qu'il reste seulement tu sais, quelqu'un qui est malade dit, oh ben là, je vais vivre à plein ma vie parce que j'ai été malade, puis je sais que la mort, ça peut être tellement rapide. C'est pas des valeurs réelles, ça. Mais c'est comme une forme de compensation pour un manque de vivre passé, tandis que si la personne est toujours dans le contact avec son esprit, ben elle vit une certaine permanence dans le temps, là. Oui, c'est ça, parce que il y a beaucoup, il y a beaucoup de comportements égoïques qu'on donne à une valeur. Puis on pense que la valeur est réelle, mais pas réelle. C'est une valeur égoïque. C'est une valeur qui sert l'ego. Simplement. Alors qu'une valeur réelle va servir l'ego dans l'esprit. Elle servira pas l'ego de la personnalité ou l'âme. Celui qui dit, ah ben là, faut vivre sa vie à fond parce que la vie est courte. C'est pas une valeur réelle, ça. Ça m'amène à me parler quelque chose d'autre. La réactivité de l'individu face à l'événement. Réactivité, explique. Oui, c'est que quelqu'un se fait apprendre une nouvelle difficile. Admettons qu'il va mourir dans quelques mois. Et en réaction, peut dire, ben là, je vais vivre ma vie à fond. Donc, il y a une forme de compensation, de réaction émotionnelle aussi. Donc, la personne, souvent à travers un processus de deuil, dans le domaine de la psychologie, on parle de l'étape notamment de la colère. Il y a ensuite le marchandage qu'il peut vouloir faire avec Dieu. Oui. On pourrait peut-être le traduire même avec le marchandage qu'il peut faire avec les forces, si on enlève la couleur spirituelle ou religieuse. Ouais, ben, c'est de la croyance, hein. C'est de la croyance. Si tu donnes une fausse valeur à ta vie, t'es dans la croyance, automatiquement. C'est quoi une valeur réelle? Une valeur réelle, c'est la mise en puissance de l'esprit dans l'ego. C'est ça. Et la plus grande mise en puissance de l'esprit dans l'ego, c'est la liberté de l'ego. Si mon esprit me donne une valeur, puis moi je trouve pas que cette valeur-là me rend plus libre au niveau de la vie, je vais dire va chier. Mais une valeur de l'esprit ou une valeur peut très bien être réelle à un moment donné de votre vie. Mhm. Alors que les valeurs, on peut toujours les changer. La valeur de la liberté va toujours monter dans dans sa valeur atomique, dans la mesure que l'ego devient plus atomique. Donc, pour quelqu'un, la liberté, ça va vouloir dire d'avoir la santé, l'argent et le couple. Alors que pour quelqu'un, la liberté, ça va être de comprendre la vie. Je considère que comprendre la vie, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir la santé, l'argent et le couple comme valeur pour parler de sa vie. Parce que si tu comprends la vie et si tu sais la vie, tu vas goûter à toutes les autres, la santé, l'argent et le couple, parce que tu es libre. En étant libre, tu vas dire, ah ben là, le couple se présente dans ta programmation, tu dis, ah ben, je vais vivre le couple. Ça va peut-être durer 2 mois, 3 mois, mais ça te dérange pas parce que, alors que d'autres vont dire, ah ben là, je vis le couple, là, je veux que ce soit pour la vie. T'es pas libre. C'est pas une valeur réelle. C'est une croyance. Et ça, il y a une autre dimension là-dedans, c'est-à-dire l'attachement émotionnel. Souvent, entre autres, dans le couple, peut-être un peu plus que avec le travail, dans le couple, souvent les gens vont vouloir s'attacher à leur partenaire, que ce soit pour la vie, que tout aille bien. Ça, c'est difficile de faire abstraction de ces émotions dans le couple, quand justement, dans notre société, souvent le couple se définit à travers le phénomène du coup de foudre qui donne place à un attachement émotionnel là, polarisé. Ouais. Le couple se définit beaucoup aujourd'hui à travers l'autre. Alors que le couple, c'est à travers soi. Ça se comprend pas, ça, hein? Je vais l'expliquer. Parce que le couple, quand tu définis ton couple à travers l'autre, Mhm. tu n'es pas capable
de savoir pourquoi tu vis une vie de couple. Tu vas dire, je vis une vie de couple parce que on doit être ensemble. Non. Tu vis pas une vie de couple parce que vous devez être ensemble. Vous vivez une couple parce que toi, t'aimes la liberté que tu as dans le couple. Est-ce que ce couple-là te donne la liberté? S'il te donne pas de liberté, ben, tu vis ta vie de couple à travers l'autre. Ouais, dans le sens que la personne n'est pas libre. Non, c'est ça. Oui. Avant d'être en couple, faut être libre dans sa tête. Puis ben c'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas grand personne qui sont libres dans leur tête parce que tout le monde veut être en couple parce qu'ils se sentent trop seuls. Ils veulent vivre leur vie de couple à travers l'autre. Moi, je vis pas ma vie de couple à travers l'autre. Je vis la vie de couple à travers ma liberté. Si on me casse pas les pieds, je peux être en couple. Si on me casse les pieds, je m'en vais. Mm-hmm. Puis si moi je casse les pieds de l'autre, j'espère que l'autre va s'en aller. Parce que ça serait de la domination. C'est à l'autre de le savoir. Si elle est libre, elle aussi, tu sais. Exactement. Et ce qui peut être intéressant d'aborder ici, c'est le phénomène des comptes valeurs, c'est-à-dire les gens qui vont agir non pas en fonction d'une valeur comme la liberté, mais plutôt en fonction de la peur de se retrouver tout seul à la fin de leur vie qui font qu'ils vont être en couple. Ouais, puis c'est pour ça qu'ils ont besoin des chocs à l'ego pour comprendre que les valeurs qu'ils donnent à la vie sont pas réelles. Tu sais, ça c'est pour briser la croyance. Quand comme tu l'expliques, quand tu donnes une valeur d'être en couple pour avoir quelqu'un, supposons à la fin de ta vie, c'est une croyance, ça, que c'est une crainte. C'est la croyance que l'autre va être là tout le temps, qu'il devrait t'aimer tout le temps. Un jour, tu sais, de mettre une identité sur un couple comme ça donne pas quelqu'un de bien intelligent à la fin, ça. Parce que moi, je vois le couple comment? Je vois le couple comme un partage d'énergie au niveau de la liberté. Moi, je t'amène un éther, par exemple, je te fais un sourire, l'autre répond à ce sourire-là. OK? Donc, si je me lève le matin puis je suis de mauvaise humeur, je suis pas dans la liberté, là. Je suis même pas dans ma liberté. Fait que ce que j'amène dans la relation de couple, c'est mon attitude égoïque de mauvaise humeur, puis c'est imposé, ça, à l'autre. Donc, je ne suis pas libre dans ma conscience parce que je me fais jouer dans ma tête, dans mes pensées durant le rêve, durant la nuit. Je me réveille tout croche. J'ai des comportements égoïques le matin et l'autre doit supporter mes comportements égoïques. Il n'y a pas de liberté dans ça. Ça, c'est le couple karmique, ça. Oui, exactement. Si les gens dans le couple sont astralisés, dominés par des entités qui leur insufflent des pensées qui les mettent en colère, qui les gardent dans des états d'agressivité, c'est sûr que ça devient une zone de pollution ou même une zone toxique, ce type de couple-là. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de chocs dans ces égos-là. Là. Des chocs psychologiques, oui, là, mais des chocs psychiques, on est d'accord, il ne doit pas en avoir eu beaucoup. Exactement, parce que dans le fond, est-ce qu'on peut dire que la mesure d'évolution d'un individu, c'est sa capacité à faire preuve de liberté plutôt qu'être dans la domination ou dans un esprit de domination? C'est sûr que la liberté, c'est le centre de l'intelligence. Si vous êtes dans la liberté de l'intelligence, il y a beaucoup d'intelligence dans votre conscience et l'autre va être libre. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est tout ce que je peux répondre sur ça. Ouais, ça pourrait être intéressant de le creuser davantage, là, Quel bout? de l'explorer davantage. Quel bout, ça? Par rapport à la liberté, dans le fond, dans le couple, parce que ça peut porter des fois à confusion. OK. Parce que il y a certaines personnes qui vont vouloir vivre la liberté dans le couple, mais ça va être strictement par rapport à la sphère sexuelle, c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires. Oh, ça, c'est pas de la liberté, ça. C'est de l'ego, ça. La liberté se situe au niveau de l'identité cosmique de l'individu. Il se sait, il se connaît, il sait qui il est. Donc, si tu as une identité cosmique, ton corps sexuel, il vibre pas. Et quand ton corps sexuel va vibrer, tu vas t'en inquiéter parce que tu vas dire quelle énergie astrale qui est rentrée dans ma conscience pour que mon corps sexuel vibre. Parce que pour que ton corps sexuel vibre, si tu es un homme, c'est parce que la femme a égayé ta vie mentale.
elle va avoir égayé une partie, puis c'est elle qui va t'inviter dans sa sphère, dans sa psyché, pour la rencontrer au niveau de sa sexualité. C'est jamais l'homme qui devrait amener sa sexualité à la femme. C'est la femme qui égaye chez l'homme la beauté de ce qu'il est, et l'homme veut la rencontrer, cette femme-là. C'est là que la sexualité va être utilisée pour tout simplement nouer les deux énergies. Moi, si je commence à penser sexuellement en relation de ma blonde, je me poserais des questions. Ouais, ben c'est un petit peu particulier la façon que vous présentez ça. Oui, pourquoi? Parce que ça va à l'encontre là, des idées préconçues. C'est-à-dire que souvent on voit dans la société traditionnelle, bon, la femme comme un objet de désir. Oui, c'est ça. Bon. Ben, désir, on a déjà la réponse. Qu'est-ce qui vibre? Le corps émotif. Oui, Et corps astral. corps astral, l'âme, la personnalité, la séduction, la personnalité, l'ego veut séduire, donc il est dans la séduction. Et dans l'intelligence, là, qu'est-ce qui fait vibrer une personne? C'est la beauté. Vous trouvez votre femme belle. Ben, c'est pas vous la trouvez belle sexuellement ou physiquement. Elle est belle parce qu'elle est belle à vos yeux. Puis vous pouvez prendre une femme qui a pas des traits physiques très beaux, mais elle est très belle. Sinon, il y aurait jamais de couple. Parce que on se pose des questions. Des fois, il y en a qui sont pas tellement avantagés au niveau des traits physiques et ils sont capables de se trouver quelqu'un. Par exemple, il y a une femme qui peut avoir une jambe plus courte que l'autre. Ben, pour elle, ça va être tout un défi de se trouver un homme parce qu'elle va penser qu'elle est pas belle. Mais un jour, dans sa programmation, ils vont lui faire rencontrer un gars qui a un bras plus court que l'autre. Fait qu'ils vont faire un couple. Puis ils vont se trouver beaux tous les deux. Fait qu'autrement dit, c'est plus une question vibratoire là, que d'apparence physique ou de forme. Tout est vibratoire. La vie est vibratoire. La vie, c'est une vibration. Comprendre sa vie, ça fait partie d'être dans la vibration de votre réalité qui se construit. Puis être dans la vibration de la réalité qui se construit pour vous, c'est de comprendre son hostie de programmation. Qu'est-ce que ça vient faire une crise de programmation dans sa vie? Quand tu as compris ça, les chocs à l'âme ou les chocs du réel ou les chocs de l'esprit sont beaucoup amoindris par le simple fait que tu sais que la vie, c'est tout arrangé. C'est toujours eux autres qui vont décider ta vie. Présentement, là, est-ce que tu peux décider quelque chose dans ta vie? Absolument pas. Ta programmation va t'amener à vivre ce que tu as à vivre. Fait que, autrement dit, on est comme des automates. On n'est pas des automates du moment que l'on sait ça, que la programmation, tu dois la gérer, et c'est à toi. Si tu la gères parfaitement, tu ne vis plus les chocs qu'on parlait tantôt, les chocs psychiques, parce que ta conscience est plus grande que le choc. Ce que tu sais de toi-même est plus grand que le choc. Donc, c'est ça la liberté. La liberté, ça serait de transcender les chocs qu'on peut connaître. C'est ça. La liberté, c'est que l'événement arrive et tu transcendes le choc, t'es déjà dans la construction de ton devenir, dans la parole de ce que tu vas dire pour que le prochain mot qui sort de ta bouche ne fasse même pas référence au choc, mais fasse référence à ta liberté que tu viens d'arracher sur le choc. Et justement, par rapport à la parole, j'aimerais ça vous entendre par rapport aux chocs qui peuvent être générés à travers la parole vibratoire. C'est certain que au niveau de la parole, il y a une constitution atomique qui est dans la structure de qu'est-ce que la personne va dire. Et c'est la structure de ce que la personne va dire qui va amener la vibration. Est-ce que c'est fluide ce que la personne dit? Si c'est fluide ce que la personne dit, ça veut dire que l'orchestration de sa conscience en relation avec le savoir ne subit pas d'interférence. Donc la ligne est directe et cette fluidité-là amène dans la parole la précision nécessaire pour permettre d'éclairer la planète
au niveau de l'information, afin que dans cette information-là, on ne puisse pas y voir un mensonge ou encore une interprétation. Est-ce que c'est ça qu'il dit ou c'est ça? Le mot est juste, la vibration est juste, et l'information qui est véhiculée ne peut pas s'assujettir au mensonge d'aucune façon. C'est ça la parole. Donc, autrement dit, il n'y a pas de doute dans la parole. Il n'y a aucun doute dans la parole. Tout ce qu'il y a dans la parole, c'est la genèse de ce que l'homme doit savoir pour vivre une vie intelligente. Si on parle, puis dans ce que l'on dit, il n'y a pas d'intelligence, les gens vont le savoir. Par contre, il y a des gens qui vont se poser la question, oui, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis prêt à le regarder. Ça veut dire à quelque part que l'informateur ou celui qui parle n'a pas créé chez lui de séduction pour qu'il croie à ce qu'il dit. Mm-hmm. Donc, l'ouverture de l'homme qui parle avec l'homme, il doit s'assurer qu'il ne descend jamais l'autre. Il doit s'assurer que l'information qui est véhiculée correspond à ce que lui a arraché à l'invisible et à ce qu'il sait de lui-même. Si il apporte ceci dans la matière, il peut, à travers sa parole, donner une identité à ses mots. Il ne cherchera pas à manipuler l'homme ou à inventer des nouveaux mots. Moi, j'ai beaucoup de difficultés dans le fait que j'aurais à inventer des nouveaux mots alors que Bernard de Montréal est passé. Vous comprenez? Oui, exactement. Et Pas inventer du lexique après que cet homme-là soit passé. Parce que ce qu'il a amené comme vocabulaire, pour moi, c'est tellement libre et tellement clair, tellement nuancé, que tout ce que j'aime faire, c'est d'explorer ce qu'il a amené et d'aller plus loin dans les nuances s'il y en a à être apportées. Mais Bernard de Montréal avait parlé au niveau de la conscience planétaire pendant des années et il a amené un matériel qui est incontournable selon moi. exactement, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement à réinventer la roue, là, s'il a déjà donné des assises solides par rapport à cette nouvelle conscience-là à travers son matériel. Ouais. Nous, ce qu'on a à faire, ou les gens qui veulent parler de conscience supramentale, c'est de s'assurer, est-ce que vous parlez en votre nom ou vous parlez au nom de Bernard de Montréal? C'est-à-dire, est-ce que c'est Bernard de Montréal qui parle à travers votre conscience parce que vous avez bien appris son vocabulaire, ou c'est vous qui parlez en votre propre nom parce que le vocabulaire que vous avez, ou votre parole, est en relation avec l'identité de qui vous êtes et non en relation avec l'identité de quelqu'un d'autre. Oui, exactement, parce que l'un des pièges, c'est que les gens se gargarisent de termes supramentaux, donc ils se masturbent intellectuellement à travers ces formes-là nouvelles pour se donner de l'autorité et un statut. Oui, oui, oui. Puis je crois pas que c'est nécessaire parce que les mots qui ont été amenés sont très, très précis au niveau de la conscience supramentale. Qu'est-ce que c'est un ego? Qu'est-ce que c'est une âme? C'est quoi l'involution? C'est quoi... je ne crois pas qu'il faut inventer des nouvelles tournures de phrases. Par contre, l'homme ne peut pas passer à côté de la vibration première de quelle est sa structure en relation avec ce qu'il va communiquer. Moi, j'ai une relation structurale complètement différente que Bernard de Montréal parce qu'on n'avait pas la même sensibilité. Lui était beaucoup plus dans sa conscience un scientifique, alors que moi je suis beaucoup plus dans la psychologie évolutionnaire de l'information. Lui était scientifique à la base et il a développé lui-même cette psychologie évolutionnaire-là. Mais moi, je me considère pas comme un scientifique de l'atome. Alors que lui, il pouvait parler de l'atome sur des nuances que moi, je ne pourrais jamais parler, parce que sa conscience mentale ou la structure de son mental était déjà scientifique à la base. Moi, j'ai pas la même structure. Je suis plus dans la communication. Donc, mais chacun a sa valeur, parce que l'identité de la parole relève de l'autorité de ce que l'individu a arraché au plan. Et ce que vous avez arraché au plan, c'est ce qui permet de parler en votre nom.
Et la lumière le sait, ça, si vous pouvez parler en votre nom ou si vous faites simplement jaser de conscience supramentale. Exactement, mais ce qui peut être intéressant pour les gens quand même, c'est de définir pour eux autres les termes qui leur sont utiles pour prendre la parole. Oui, c'est certain que pour eux autres, c'est très utile de savoir c'est quoi, par exemple, une conscience supramentale. Ben, une conscience supramentale, c'est une conscience qui ne se pense pas. Ça, c'est la définition qu'il donnerait. C'est quoi une conscience qui ne se pense pas? Ben, c'est une conscience qui sait que la pensée vient tout le temps d'ailleurs. Sachant que la pensée vient tout le temps d'ailleurs, le contact est direct avec la lumière. C'est ça une conscience supramentale. Tout à fait. Donc, quand l'homme doit vivre là des chocs psychiques, c'est justement pour que ce vocabulaire-là, dans sa tête, soit plus près de lui. Il y a des gens qui ne sont pas capables de regarder c'est quoi une croyance. Est-ce qu'ils en ont dans leur mental de la croyance? Ben, par exemple, si je dis, ben, je peux changer ma programmation, c'est de la croyance. Je vais vivre des chocs psychiques pour corriger ça. Penser changer sa programmation. Imagine, tu es assis sur les plans de la mort, puis tu décides que dans 300 ans, tu vas te réincarner, puis que tu vas vivre telle programmation, puis ça va donner telle direction, puis les guides qui sont les archanges qui s'occupent de ta programmation, qui décident c'est ça, 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 puis toi tu te réincarnes, puis là tu décides toi en tant qu'ego que tu veux plus suivre ça. Il y aurait des problèmes de congestion, hein? Ben, c'est sûr que si ça fait déjà 300 ans que c'est planifié, puis il y a beaucoup d'implications, puis d'imbriquements aussi de plusieurs entités. Ça serait complexe à gérer. Oui, au bout de 35 ans, tu te dis, bon, ben là, moi, je change tout ça, là, puis ça m'intéresse plus, ça, là. Il y aurait des congestions au niveau des sphères, là. Il y aurait des sérieux problèmes. Ça servirait qui? Ça servirait certainement la désinformation. Puis c'est qui la désinformation? Ben, c'est les plans lucifériens, la désinformation. Exactement, parce que pendant que vous disiez ça, ce qui m'est venu en tête, c'est le phénomène du suicide. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut mettre en échec sa programmation, il est tanné, il va Oui, c'est un dire... bon exemple. Comment? C'est un bon exemple, ça. Il va dire, je vais me suicider pour me prouver que je suis libre, je suis capable de sortir de ce scénario-là. Mais s'il fait ça, comme vous le mentionnez, ça va servir la désinformation, puis les plans qui veulent empêcher l'évolution. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez comme information, juste pour vérifier? Quelqu'un qui se suicide, est-ce que c'est dans sa programmation? C'est-à-dire que de mon point de vue, la plupart des suicides ont pas lieu dans la programmation, mais dans des cas extrêmes où ce que la personne, par exemple, en fin de vie, elle devient comme invalide, elle devient sénile. Donc le suicide assisté que certains débattent là, présentement devant les tribunaux, là, ou l'euthanasie, dans certaines situations, ça pourrait peut-être être légitime. OK. Si on pose la question au niveau de l'esprit, est-ce que l'homme peut se suicider? Non, Au niveau de l'esprit, non, hein? non, Et voilà. Mais au niveau de l'ego, oui. oui, c'est ça. C'est ça la réponse que moi j'ai aussi. Donc, dans ces circonstances-là, l'ego veut croire qu'il peut, alors que l'ego doit simplement savoir quelle est sa programmation et d'être intact dans son mental, de trouver une façon de ne pas souffrir. Mais je ne dis pas que ceux qui sont atteints de maladies dégénératives ne payent pas le prix. Ils payent un prix très, très, très cher. Et ça, un jour, va falloir que l'homme comprenne que ça fait un peu partie de la spiritualité, aussi de la planète Terre, qu'il y ait des âmes qui dégénèrent comme ça parce que ça sert à la programmation de d'autres personnes, d'autres âmes pour qu'ils, eux, évoluent au niveau psychologique. Mais un jour, l'homme conscient, dans la conscience supramentale, en aura plein de cul de ces pièces de théâtre-là et va renverser cette condition-là sur la Terre. Oui, ben c'est sûr que quand que je le regarde avec mes émotions, j'ai hâte que ça arrive parce que ça crée beaucoup de souffrance chez les gens qui sont si on prend des gens des colos là, d'Alzheimer ou de gens qui sont en perte d'autonomie. La seule chose qui peut servir maintenant, c'est l'information. De savoir pour une personne, ben elle a vu sa programmation, cette personne-là qui vit de l'Alzheimer.
C'est la dégénération. Est-ce qu'elle doit être respectée? Oui, elle doit être respectée. Parce que nous, en tant qu'intelligence, on doit dire tout simplement qu'il y a énormément d'âmes qui évoluent à travers cette personne-là qui souffre de dégénération, mais ça ne doit pas devenir pour l'homme conscient et éclairé dans son intelligence une excuse de la lumière contre sa conscience. Donc, il faut absolument que l'homme puisse aller plus loin. Fait que, justement, par rapport au phénomène notamment de démission, certains individus vont démissionner, entre guillemets, en fin de vie, là, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de vivre lucidement, sciemment, parce qu'ils sont pas capables de supporter la souffrance qui est générée par un stade de dégénération lié aux capacités physiques. Oui. Puis, mais ça, c'est dans leur programmation, hein. Puis l'individu qui est autour d'eux autres est énormément utilisé dans cette pièce de théâtre-là, jusqu'à temps qu'ils choisissent de se retirer et qu'ils comprennent l'expérience. Moi, je vous dirais, supposons, je prends ma vie, puis je regarde une personne qui est Alzheimer. Est-ce que je voudrais, par exemple, de m'occuper d'une personne qui est Alzheimer dans ma vie? Je vous dirais non. Est-ce que je serais capable de la remettre dans les mains de la société? Je vous dirais oui. C'est certain que cela créera un choc psychologique ou psychique à des individus de penser que j'aime pas l'homme. Mais je m'aime d'abord moi. Si lui a une programmation comme ça, c'est pas de ma faute. Hein? C'est certainement pas de ma faute. Mais c'est à moi de reconnaître que les programmations sont extrêmement difficiles pour certaines personnes et les gens, il faut s'assurer de les respecter dans ce qu'ils ont à vivre. Par contre, si vous prenez un criminel qui est dans une prison, j'en ai rien à cirer. OK? Si un jour on décide de mettre la peine de mort au Canada, on mettra la peine de mort. Mais c'est pas moi qui va décider qu'on doit le faire mourir ou pas, parce que je vais me faire prendre au niveau de la société. La société décidera de qu'est-ce qu'elle veut décider. Moi, est-ce que je vis dans la société? J'y vais dans la société. La société, c'est comme un continent et moi, je suis une île sur le côté. Quand j'ai besoin d'aller en société, je prends le bateau, puis je traverse la Manche, puis j'arrive sur le continent. Puis quand j'en ai assez, ben, je retourne sur mon île. Jusqu'à temps qu'un jour, peut-être qu'il y a suffisamment de conscience sur la Terre pour permettre que je ne suis pas sur une île. Mais présentement, je préfère être sur mon île et d'avoir des gens qui respectent ma sensibilité autour de moi que d'être pris dans un hôpital à aider des gens qui sont Alzheimer. Oui, je comprends votre point de vue. Dans le fond, vous exercez une forme de sélectivité. Ben, on décide de ce qu'on ne veut pas vivre. Je peux pas décider de ce que je veux vivre, mais je peux décider au minimum de ce que je ne veux pas vivre. Et c'est ça de l'intelligence. L'homme pense beaucoup qu'il peut vivre ce qu'il pense qu'il peut vivre. Non, non, non. Décidez plutôt ce que vous ne voulez plus vivre, et c'est ça qui va vous donner la mesure réelle de votre liberté. Autrement dit, on se définirait à travers la négative par rapport à ce qu'on ne veut pas. On se définit en sachant ce qu'on ne veut plus. Oui. Parce que moi, je sais que je veux pas aller au Centre Bell écouter le Canadien de Montréal, mais j'aime très bien l'écouter à la télévision. Je sais que je ne veux pas prendre plus que 2 bières. Si j'en bois une, c'est suffisamment pour moi. C'est comme un verre de vin. Je n'ai pas du tout de goût de m'endormir l'esprit avec de l'alcool. Je ne veux plus vivre ça. Oui, quand on est jeune, on a tout un jour essayé de prendre une cuite, puis le lendemain, on riait de cela parce qu'on est entre amis, mais ça fait partie de la jeunesse. Mais si je ne veux plus vivre ce genre de vie-là. Mm-hmm. Donc c'est ça, ne plus vouloir être dans un environnement de travail où on vous manque de respect. Vous savez pas si le prochain endroit que vous allez travailler, on va vous respecter. Vous allez vouloir vivre le respect, mais ce n'est pas une garantie que vous allez le vivre. Mais si vous savez que vous ne voulez plus le vivre, le jour que le manque de respect va se lever, vous allez partir ou vous allez tout simplement confronter la personne qui vous manque de respect parce que vous savez que vous devez être là et que lui fait partie d'une crainte que vous avez en vous à dépasser et vous la dépassez. Tout est utilisé, hein? Tout.
Ben, vous répondez à ma question parce que je me posais la question à savoir si ça fait partie de notre programmation de travailler à un endroit, même si on sait qu'il y a des gens qui nous manquent de respect là-bas. Oui. Puis quand on travaille dans un endroit où des gens nous manquent de respect, ça veut simplement dire qu'on doit être très présent à son intelligence et ne pas se nier. Ça veut énormément dire aussi bien souvent que on a développé sa parole, soit pour se définir dans sa réalité. Ça veut dire sa réalité, est-ce que c'est de quitter ou simplement de trouver les mots et la forme nécessaire pour confronter celui qui nous manque d'autorité, de respect. C'est simplement ça, la vie. Mais bien souvent, vous savez que vous devez quitter parce que vous savez que l'autre, ça changera absolument rien dans sa façon de se comporter. Et il n'y a pas la sensibilité pour absorber ce que vous allez vous dire. Ça, c'est beaucoup dans la conscience spirituelle. Hein? Les gens pensent que l'autre va écouter ce que vous avez à dire puis il va comprendre. Non, l'autre peut très bien vous envoyer promener. Non, c'est sûr qu'il faut que l'autre ait la vibration puis la sensibilité, sinon ça sert à rien. Il faut que ce soit dans sa programmation de vous respecter. Si c'est pas dans sa programmation, vous allez le savoir assez vite. C'est vrai, ça, là. Oui, ben c'est sûr qu'il se réajustera pas, fait que... Vous allez le savoir, c'est quoi le réel de sa programmation. Le réel de sa programmation, c'est peut-être, oui, de servir dans son expérience, dans votre expérience, pour vous envoyer promener, pour que vous souffriez suffisamment pour aller trouver un autre job qui vous convient, ou encore... c'est des pièces de théâtre. Puis en haut, ben c'est des malades, dans le sens que vous ne pouvez pas traiter avec eux autres avec émotion. C'est froid le savoir. Si vous n'êtes pas capable d'être froid, ils vont s'assurer de vous faire un tour, un petit tour de passe-passe, puis vous le verrez peut-être même pas. Mais c'est subtil, parce que si eux autres sont froids, puis ils nous mettent des obstacles qui nous rendent émotifs, à travers des chocs, parce que le thème aujourd'hui, c'est les chocs de l'ego, c'est comme s'ils vont court-circuiter la communication potentielle qu'on peut avoir avec eux autres. Non, c'est pas eux autres qui vous rendent émotif. C'est le choc de l'événement qui vous rend émotif. Non, mais je veux dire, si eux autres ils ont l'intelligence de savoir que par rapport à tel choc, on risque d'être émotif, ben ils savent déjà que quelque part, ça va nous rendre émotifs, puis on va perdre le contact avec eux. Oui, jusqu'à temps qu'eux autres, ils vont savoir. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez capable de vous réinventer dans votre vie pour que l'intelligence qui est en vous devienne prépersonnelle. Ils le savent, à un moment donné, tel choc va créer 5% d'émotivité. Tel choc va créer 10% d'émotivité. Et tel choc va créer 25% d'émotivité. Donc, ils savent sur quelle sphère travailler. Mais vous devez savoir qu'est-ce qui vous affecte le plus. Où est-ce que vous êtes le plus vulnérable? Est-ce que c'est le couple qui représente 25%, le travail qui représente 10%, ou la santé qui représente 5%? Eux autres, ils vont jouer sur la faille la plus grande que vous avez. C'est certain. Et si la faille la plus grande qu'on a, c'est de la peur de mourir? Ah, ben là, ça va être 50%. Au lieu de 5%. Puis vous allez vivre, si c'est 50%, là, il y a des bonnes chances que vous comprendrez jamais votre expérience parce que c'est beaucoup trop grand. Un ego qui est moindrement conscient, là, qui rentre dans la conscience, là, il se corrige énormément rapidement. Vous prenez un ego qui prend conscience que la parole, la pensée vient d'ailleurs. En sachant que la pensée vient d'ailleurs, il diminue son niveau de crainte par rapport à l'invisible, il diminue son pouvoir de la croyance sur sa conscience, et il se donne déjà un bon 50% d'identité. Parce qu'il faut qu'il l'absorbe, ça. La pensée vient d'ailleurs, dans ses corps. C'est un choc, savoir ça. Est-ce qu'il est capable de l'absorber? Ouais, c'est ça, c'est une autre question, mais comme vous le mentionnez, je pense que c'est l'un des chocs majeurs qu'on peut vivre dans notre vie, c'est de réaliser que la pensée vient pas de nous autres. Moi, j'ai déjà vu un homme être fracturé, complètement fragmenté par le fait de savoir que la pensée vient d'ailleurs.
ça l'a pris 2 jours avant qu'il puisse digérer cette notion-là. 2 jours avant qu'il puisse... La pensée vient d'ailleurs. Mais si tu me dis que la pensée vient d'ailleurs, tout ce que j'ai établi comme base, comme valeur, ça tient plus. C'est ça que ça veut dire, hein? Ben oui. Donc, mais si tu es capable de simplement absorber ça, t'as 50% du travail de fait. Parce que tu renverses automatiquement le fait que c'est l'âme qui a préséance sur ta vie. Tu montes en conscience, puis tu es à 50-50. Là, c'est à toi, après ça, de voir comment tu vas l'absorber, le fait que la pensée vient d'ailleurs. Si tu es capable de l'absorber, tu vas monter à 60%, 70%. Puis plus tu vas travailler avec les années, avec cette réalité-là, tu vas monter en conscience. Puis, mettons que tu avais 25% de crainte au niveau du couple, mais c'est ça qui va travailler. Puis le 25% va devenir 10% parce que il y a seulement 10% de toi qui ne sait pas à 100% que la pensée vient d'ailleurs. Quand tu sais à 100% que la pensée vient d'ailleurs, est-ce que tu as des craintes? Ben, c'est-à-dire qu'il faut le savoir, mais il faut être capable de l'intégrer aussi. Parce que c'est pas juste théorique, c'est... Faut le vivre. Ouais, c'est ça, il faut le vivre. Mais c'est sûr que je comprends où ce que vous voulez en venir. C'est-à-dire que la minute qu'on sait que la pensée vient d'ailleurs, par la suite, on est capable de se désidentifier des souffrances puis des peurs qu'on peut avoir par rapport au couple, par rapport au travail, la santé, et ainsi de suite. Oui, je te donne un exemple, Néo. Quelqu'un te dit va chier. Mm-hmm. Tu sais, mais toi, dans ta tête, dans ton mindset, d'autres, il te dit va chier. Toi, dans ta tête, quand il te dit tu vas chier, tu vas dire c'est intéressant. Je me demande de qui ça vient, ça. Va chier. Exactement, parce qu'on sait que c'est pas lui qui pense. Et voilà. Fait qu'on le prend pas personnel. C'est ça. Tu sais que ça vient pas de lui. C'est une entité qui a soufflé ça, puis que lui, il le met dans sa parole. Parce que depuis quand qu'un individu dit qu'un autre individu qui respecte va chier? Ça, c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs tout le temps. C'est ça, puis un autre indicateur, c'est le niveau de domination de l'autre. Plus que l'autre va tenter de nous dominer, que ce soit à travers des insultes, des injures, ou de l'intimidation, de la violence physique, plus qu'on sait qu'à quelque part, lui-même est déjà dominé à la base. C'est pensée astrale. Exact. Il y a domination, il y a possession. C'est ça. Donc, où il y a possession, il n'y a pas liberté. Exactement. Où il y a gestion, il y a liberté. Et gestion veut dire savoir à 100% que la pensée vient d'ailleurs tout le temps. Et ça, il faudrait un jour que quelqu'un explique ça aux psychologues, aux psychiatres, pour traiter éventuellement les tueurs en série ou les gens qui virent fous puis qui se suicident ou qui tentent de se suicider plutôt. Mais il y a des chocs possiblement qui vont arriver sur la planète Terre. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, les gens vont poser des questions. Puis que l'information que l'on partage, nous, par exemple, sur le réseau Internet ou à travers les livres, peut devenir accessible si c'est décidé dans la programmation qu'ils ont à rentrer en contact avec ce matériel-là. Puis ce matériel-là va leur permettre, après ça, de s'étudier. Puis en s'étudiant, ben ils vont être capables de savoir que la pensée vient d'ailleurs, puis que les chocs psychologiques et les chocs psychiques vont être su. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est que ces individus-là, par la suite, vont pouvoir se construire une identité réelle au lieu de tout simplement tourner en rond autour de l'âme, puis se donner des comportements, puis des attitudes dans la personnalité. Oui, il y a bien des gens qui disent « I have no fear ». Oui, no fear, c'est une attitude bien souvent. Hein? Exactement, puis des fois, c'est une attitude qui sert à masquer justement les peurs. C'est une réaction face aux peurs pour se donner une compensation en se sentant comme plus puissant que les peurs. C'est comme la personne qui a le complexe d'infériorité, puis elle joue à la game qui est supérieure aux autres. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais moi je commence à être un petit peu fatigué. Si vous avez une autre question, j'y répondrai. Ou si on veut conclure. Oui, ben en fait, par rapport au choc de l'ego, Oui. moi ce que je voulais savoir, c'est par rapport au choc initiatique que l'ego va vivre en vue de vivre la fusion. Ah, ben, en vue de vivre la fusion? Oui. Ben, le premier choc initiatique, c'est la pensée vient d'ailleurs.
OK. On est d'accord? Oui. Le deuxième choc initiatique, c'est d'ébranler suffisamment son ego pour ne jamais oublier que la pensée vient d'ailleurs. Et le troisième choc initiatique, c'est d'enlever toutes ses craintes. Et ça peut être, qui perd son emploi, qui retrouve pas de travail, et ou la maladie, des chocs très très importants qui vont y enlever ses craintes. Fait que dans le fond, c'est d'éliminer tout l'attachement que l'ego peut avoir par rapport au plan astral. Oui. Ben, le choc initiatique, dans le point de vue de la fusion de l'esprit avec l'ego, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus dans l'ego de lien avec l'âme. L'âme a été altérée dans sa mémoire et elle est devenue simplement un prisme atomique par lequel l'ego a monté en conscience et a fusionné avec l'esprit. Et l'âme, finalement, n'aura servi que de référent mémoriel pour permettre à l'homme d'aller vivre sa vie dans d'autres espaces-temps. Wow! Ben, c'est ça. Oui, fait que c'est beau, on va pouvoir conclure là-dessus. Donc, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour tout le temps que vous m'avez consacré là, lors de cette entrevue. Merci donc. À la prochaine. À Bye bye. bientôt.